Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Evelyn Regner sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer l'égalité femmes-hommes et les discriminations envers la communauté LGBT. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons du Comité européen des régions. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur les AOP, appellations d'origine protégée. Les expressions populaires, pleuvoir en abondance, les Français disent pleuvoir comme vache qui pisse. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? On verra ça juste à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région, dans votre région, dans nos régions ? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Le théâtre peut-il répondre aux questions et aux problématiques européennes actuelles ? C'est en tout cas le pari que fait la Transplanisphère depuis de nombreuses années. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Bruno Fraissinet, directeur artistique à la Transplanisphère, et Noémie Lorenz, comédienne et pédagogue. Bonjour. Bonjour. Alors Bruno, avant de commencer, qu'est-ce que la Transplanisphère et quels sont ses objectifs ? La Transplanisphère est une compagnie de théâtre qui est basée dans le 93, au lycée Schweitzer, dans le cadre de résidences qui sont proposées par la région et par le ministère de la Culture. Et c'est une compagnie qui, depuis 10 ans, fait des projets de coopération, mène des projets de coopération, soit en les initiant, soit en étant invité par d'autres structures européennes à participer à des projets de coopération. Et qu'est-ce que c'est la coopération ? C'est essayer de travailler ensemble, à la fois avec des compagnies, mais parfois aussi avec des universités, des écoles comme le lycée Schweitzer au Raincy, et donc on questionne ensemble des sujets de société qui ont une portée européenne, et on les questionne par la création artistique, mais aussi en menant une enquête, en essayant de recueillir des témoignages, en échangeant avec des Européens sur ces sujets. On va travailler par exemple sur les sujets de la migration, sur les sujets de la crise, sur les questions d'intégrité aussi, parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Et ensemble, en questionnant ces sujets, on crée des œuvres, on crée des pièces, on crée des rencontres. Et est-ce que vous avez des soutiens pour mener à bien ces projets ? Oui, on a beaucoup de chance parce que en fait, l'Europe est très active. L'Europe souhaite que des structures comme les nôtres s'investissent et coopèrent. Et notamment le programme Erasmus qui nous aide beaucoup par le biais d'un dispositif qui s'appelle les partenariats stratégiques. Voilà, c'est un terme un peu technique, mais ça permet à des structures comme nous, et donc pas seulement à des universités, parce qu'on pense souvent à Erasmus pour les étudiants, pour les profs, mais en fait Erasmus aujourd'hui, c'est vraiment un très grand éventail de programmes européens, et notamment pour des structures artistiques comme la nôtre, c'est le moyen d'accéder à ces rencontres européennes et à ces créations aussi, puisqu'ils n'aident pas seulement le voyage, ils aident vraiment des gens comme nous à créer véritablement. Alors je posais la question en introduction, comment les arts de la scène peuvent répondre, ou en tout cas explorer les questions de la société à l'échelle européenne ? C'est une question que je vous pose. Du coup, comment est-ce qu'on peut explorer les questions de la société à l'échelle européenne ? Alors, contrairement aux politiques, par exemple, qui vont les mettre en débat ou qui vont les mettre comme ça sur un plan de discours, nous, on va se poser des questions, on va enquêter sur un sujet donné, et on va créer. On va créer une proposition artistique à partir de ça. On le fait de plein de façons différentes, mais on le fait notamment au travers de rencontres qu'on mène avec des jeunes artistes européens et avec des étudiants dans le cadre de 2 projets qui s'appellent Trust Tour, l'un, et l'autre Europe Fiction, qui sont des projets qu'on mène avec des Allemands, des Italiens, des Portugais, enfin des gens de différents pays européens. Et on va ensemble se réunir, réfléchir et créer des œuvres théâtrales ensemble. Alors Noémie, 3 thèmes sont récurrents au sein de la Transplanisphère et des projets de la Transplanisphère: l'identité, l'intégrité et la migration. Pourquoi ces 3 thèmes ? Parce que c'est des questions très importantes de nos jours, des questions même fondamentales. L'Europe, l'identité européenne en fait se construit aussi à travers ces crises migratoires. Donc la population est riche de toutes ces identités culturelles qui se retrouvent confrontées, qui se retrouvent mêlées.
Et nous, en tant qu'artistes, déjà, c'est une mine d'or. Et puis, premièrement, et puis deuxièmement, dans ces rencontres, on est forcément confronté à ces chocs un petit peu culturels. Donc, ça nous paraît tout naturel, en fait, de traiter de ces questions-là, même quand on se rencontre en tant qu'artiste européen, puisque c'est des questions auxquelles on est confronté dans notre quotidien et que la Transplanisphère a pour mission de faire un travail artistique ancré dans son temps et dans son environnement. Alors, au sein de la Transplanisphère, vous organisez plusieurs projets européens, dont le Trust Tour Europe Fiction. Vous en avez un tout petit peu parlé il y a un instant. Quelle est la problématique abordée par ce projet ? La problématique, je dirais, c'est comment est-ce qu'on peut construire une Europe ensemble ? Comment est-ce qu'on peut se projeter dans une Europe tous ensemble, sachant que c'est pas évident aujourd'hui parce que l'Europe elle est soumise à des tensions très fortes. Il y a eu le Brexit, il y a la montée d'un certain nombre de nationalismes dans certains pays européens, et que pour essayer d'offrir un autre récit de l'Europe que ces tensions, ces séparations, ces oppositions, c'est important d'écrire d'autres pages d'histoire, d'autres récits. Et la rencontre, ça a toujours été un moteur extraordinaire pour créer. Ça fait vraiment partie de l'histoire de l'humanité, par les rencontres, par les coopérations, par les collaborations. La science a puisé énormément de ressources là-dedans. Aujourd'hui, les sciences qu'on va appeler occidentales, elles sont complètement teintées d'Asie, d'Europe du Nord, d'Amérique, évidemment. Et pour la création artistique, c'est pareil. On a toujours été dans des échanges, dans des fusions, dans des rencontres. Et c'est ça qu'on essaie, nous, de vivre, d'incarner et de le faire avec d'autres gens, bien sûr, pour montrer autre chose que la tentation du repli sur soi, que la tentation du refus de l'autre, parce qu'on croit que le mécanisme il est enclenché, qu'il est très positif et qu'il faut juste le nourrir et l'accompagner plutôt que d'en avoir peur. Alors vous l'expliquez vous-même et notamment sur votre site, l'Europe souffre d'une crise de confiance. Le projet sert à rétablir la confiance et aider les Européens à réaffirmer le sens d'un projet commun. Vous vous servez des techniques théâtrales et des échanges entre jeunes pour reconstruire ces liens. Comment s'organise le Trust Tour Europe Fiction ? Alors déjà, le principe de faire se rencontrer des jeunes, c'est vrai qu'on mise sur le travail avec la jeunesse, parce que déjà, c'est eux qui vont faire le monde de demain. Donc c'est là que c'est intéressant aussi de travailler sur le fait de développer certaines notions d'altérité, pour essayer de prendre une direction positive dans cette construction. Et puis aussi parce que justement ça leur appartient, ce monde de demain, donc leur faire prendre conscience que c'est à eux de prendre les choses en main. Donc c'est pour ça que par exemple sur Europe Fiction, c'est des rencontres de jeunes, donc il y a un grand camp qui s'organise l'été où il y a plus de 150 jeunes qui participent, donc de 10 structures différentes. En Europe, voilà, 10 structures différentes, donc 5 structures allemandes qui sont en partenariat, chacune d'entre elles avec un pays européen différent. Et au travers de l'année aussi, donc on fonctionne par binôme, comme je vous l'ai dit, une structure allemande avec une structure européenne. Et donc le but est d'échanger tout au long de l'année, de faire une création par binôme et sur le camp de venir la présenter après. Et sur le camp va se faire aussi, vu que c'est une semaine de camp, des créations où vont se rencontrer du coup les Français aussi avec les Italiens et avec les Néerlandais, alors qu'on ne s'était pas vu de l'année. Donc il y a une confrontation en fait permanente comme ça, pour essayer aussi d'éduquer à aller vers l'autre toujours, à apprendre à se connaître, à apprendre à créer ensemble, à apprendre à se confronter toujours à de nouvelles cultures, parce que mine de rien, même en Europe, on a des visions différentes du théâtre, de la vie, des modes de vie aussi différents, même si on est européen et qu'on n'est pas très loin. Donc, et à l'intérieur de ces projets aussi, on intègre donc des jeunes migrants qui permet d'ajouter une notion culturelle, voilà, une ouverture supplémentaire.
donc voilà, c'est vraiment ça qui est crucial, c'est cette histoire de rencontre physique qui est importante. Et le projet a été lancé en août dernier. Oui, c'est ça. En novembre, un workshop européen est organisé à Paris, dans la Transplanisphère. Quel est l'objectif de cet événement ? Alors, cette première rencontre, finalement, elle va être en décembre, juste pour, je me permets de ces rectificatifs. Décembre. Elle va se passer au musée de l'immigration. Et en fait, le but, ça va être de rassembler en fait, des participants à nos rencontres précédentes pour se mettre autour de la table et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'on a réussi à créer qui était particulièrement intéressant, pour pouvoir ensuite en faire une sorte de modèle qu'on pourra donner à d'autres Européens qui veulent faire comme nous ce genre d'échanges et de rencontres. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont menées en Europe de rencontres interculturelles. Le besoin aujourd'hui, c'est plus seulement de provoquer ces rencontres, c'est aussi de réfléchir à ce que ça apporte, comment ça marche notamment, comment ça fonctionne artistiquement et aussi humainement. Et si on est capable de le comprendre et de l'écrire, en quelque sorte d'en faire une sorte de méthodologie, on sera capable de multiplier ce genre de projet dans toute l'Europe. Et donc à Paris, on va faire ce travail-là, puis on le fera de nouveau à Dortmund en mars 2011, puis après en Italie l'été 2011 et enfin à Évora au Portugal. Et à chaque fois, on va questionner nos méthodes par des approches de chacun des pays qui pilotent en quelque sorte la rencontre et confrontés aux autres, et de tout ça va sortir une connaissance, un savoir qui pourra être utile, j'espère, aux autres Européens qui veulent faire ce genre d'expérience. Que du positif. Le but, c'est pas de mettre, le but des actions de la Transplanisphère, c'est pas de mettre des copyrights, c'est vraiment que tout le monde puisse réutiliser. Voilà. C'est écoute et beaucoup de choses positives à chaque fois. Merci Bruno Fraissinet et Noémie Lorenz d'avoir été avec nous. On peut retrouver toute votre actualité sur votre page Facebook ou votre site internet latransplanisphère.com. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse au Comité européen des régions avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Olivier Genex, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi le Comité européen des régions ? Donc, le Comité des régions, en fait, est un organe consultatif de l'Union européenne qui va regrouper en fait l'ensemble des collectivités territoriales. En fait, c'est l'organe par lequel donc l'ensemble des collectivités territoriales peuvent faire porter leur voix au sein de l'Union européenne. Et concrètement, quand un texte est voté au niveau de l'Union européenne, quand c'est notamment un texte en matière de développement régional ou qui va porter sur les collectivités territoriales, l'avis du comité des régions va être demandé. Et à ce moment-là, le comité des régions va lancer des travaux afin de fournir une évaluation et de transmettre son évaluation auprès des institutions européennes pour dire, effectivement, le texte qui est prévu est très bien, peut avoir un effet bénéfique, ou il faut faire attention parce que ce texte peut avoir un effet négatif. Donc, actuellement, ce comité des régions, il est composé de représentants il est composé de représentants élus d'autorités locales ou régionales. Ils sont actuellement 329. Ils sont actuellement 329 au sein de ce comité des régions. Ils sont désignés en fait par les États membres, puis nommés au sein du Conseil de l'Union européenne pour un mandat de 5 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un organe qui est surtout très représentatif en termes politiques. Les différentes représentations nationales des différentes collectivités territoriales doivent refléter la couleur politique qu'on voit au niveau local. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si pendant une procédure législative, le comité des régions n'est pas consulté alors qu'il aurait dû être consulté, on peut demander l'annulation du texte qui est actuellement qui est en cours de vote. Et ce qui est enfin très intéressant et très important, c'est que le comité des régions en fait essaye de jouer un rôle de plus en plus démocratique, dans le sens qu'il organise assez régulièrement des différents événements où il invite les citoyens européens afin qu'ils puissent rencontrer des décideurs européens, que ce soit par exemple des personnes au sein de la Commission européenne, du Conseil ou du Parlement européen, afin que tous ensemble puissent échanger leur point de vue, et que les citoyens européens peuvent notamment en fait témoigner directement de leur ressenti, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils attendent aussi de l'Union européenne.
L'eurodéputée Évelyne Regner est l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer l'égalité femmes-hommes et les discriminations envers la communauté LGBT. Zone Europe, l'invité politique. Évelyne Regner, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée autrichienne, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, et vous êtes également présidente de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Alors le français n'est pas votre langue maternelle, on le précise, mais vous avez bien voulu accepter cette interview. On vous en remercie. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont encore fréquemment confrontées à la discrimination et au harcèlement dans de nombreux pays de l'Union européenne. En Pologne notamment, cet été, certaines villes se sont autoproclamées zones libres de l'idéologie LGBT. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Voilà, bonjour à vous tous. Voilà, c'est vraiment un scandale, c'est incroyable. Pologne, ça c'est un pays, un membre de l'Union européenne. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est contre les valeurs, contre les principes, contre tout, voilà, qui est positif de l'Union européenne. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a des LGBTI free zones. Ça veut dire quoi ? Il y a des individus, c'est ce qu'on a dit à nous, des bourgmestres, des villages, des petites villes qui décident qu'ils n'aiment pas les LGBTI. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est l'obligation du gouvernement de protéger tous les gens qui sont en Pologne. Et donc, c'est une obligation, une responsabilité du gouvernement. Parce que moi, comme membre du Parlement européen, plusieurs fois, on a déjà demandé au gouvernement qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous devez respecter les règles. Et eux, ils ont dit, ce sont des cas individuels, c'est quelque chose qui se passait. Et là, on doit vraiment dire non. Il y a une obligation du gouvernement local et aussi national de protéger les LGBTI. Justement, au niveau du gouvernement, le président sortant, Andrzej Duda, a été réélu récemment alors qu'il a attaqué durant la campagne la communauté LGBT en déclarant, je le cite, « On essaie de nous dire que les LGBT sont des êtres humains alors que c'est tout simplement une idéologie. » La réélection de cet ultra-conservateur anti-LGBT en Pologne, est-ce qu'elle reflète le sentiment d'une majorité de Polonais ? C'est une idéologie de dire que ça, c'est une idéologie. C'est-à-dire, le président Duda, ce qu'il a dit, c'est juste quelque chose pour ne pas parler des choses qui sont vraiment importantes en Pologne. Le chômage, la question sociale, tous les problèmes qui sont en Pologne aussi avec le coronavirus, mais déjà avant. C'est-à-dire, c'est une stratégie de divide et impera, une sorte de salami tactique de prendre un groupe de la population et de dire « Ah, il y a des problèmes, c'est une idéologie ». C'est-à-dire, ils parlent de quelque chose pour ne pas parler des autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Et qu'est-ce qui se passe avec la plupart de la population ? La plupart voilà, est silencieux. C'est-à-dire, eux, ils créent un chaos et ils parlent des thèmes pour cacher les vrais problèmes dont c'est nécessaire de parler. Autre déclaration remarquée, celle du ministre de l'Éducation nationale polonaise, qui lui, au début du mois d'octobre, donc c'est assez récent, je le cite, a dit « Il ne fait aucun doute que l'idéologie LGBT fait suite au néo-marxisme et découle des mêmes racines que le nazisme ». Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel acharnement contre cette communauté ? On ne peut pas dire, et ça c'est les mêmes gens qui disent après que la Terre n'est pas ronde. Voilà, c'est juste, voilà, c'est une idéologie de bêtises. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? La situation semble se dégrader un peu partout sur le vieux continent. D'après l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 47% des personnes LGBT ont été victimes de discrimination au cours des 12 derniers mois. En Europe, c'est une situation qui vous préoccupe ? Voilà, oui, vraiment. Et c'est très précieux, c'est ce que l'agence a fait. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire de vraiment surveiller la situation des droits de LGBTI régulièrement. C'est la même chose qu'avec les femmes. Souvent,
on parle de quelque chose sans avoir vraiment les chiffres, les dates. Et maintenant, régulièrement, on reçoit vraiment des dates où on peut vraiment avoir confiance. Et ça, c'est la base vraiment pour changer la situation. Pour travailler. Super important. Nous avons des pays où c'est plus ou moins nouveau. Moi, j'aimerais bien dire, voilà, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas eu les chiffres avant, comment était la situation en Bulgarie, comment était la situation en Croatie avant le moment d'avoir tous ces dates-là. Moi, je pense que la situation pour les LGBTI était toujours très, très difficile. Maintenant, on a des chiffres et pour ça, on peut dire, OK, on fait quelque chose ensemble parce que, comme j'ai déjà dit, c'est contre nos valeurs. Alors justement, sur ce sujet, en février 2019, le Parlement européen a invité la Commission européenne à adopter un nouveau document stratégique visant à promouvoir l'égalité pour les personnes LGBT dans les années à venir. Qu'en est-il exactement? Voilà, moi j'attends maintenant avec impatience. Je ne sais pas encore ce qu'il est écrit, voilà le contenu, mais j'espère que c'est une conglomération de plusieurs aspects, de faciliter d'avoir une vie plus facile pour les LGBTI en ce qui concerne la vie quotidienne, les droits qu'on a dans le droit civil, par exemple, tout ce qu'il est nécessaire quand, par exemple, quand un couple se dispute et après, c'est la grande question qui va avoir le droit de tenir l'appartement. Parfois, ce sont vraiment des questions quotidiennes qui sont très importantes à être réglées, mais bien sûr, surtout, et ça c'est le grand débat politique, les droits fondamentaux, de respecter les LGBTI, full stop. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais les détails sont après dans toutes sortes de règles. Quels sont les moyens de pression dont dispose le Parlement européen pour lutter contre un pays qui pourrait justement faire preuve de discrimination contre la communauté LGBT? Qu'est-ce que vous pensez, hein? C'est l'argent. C'est toujours la même chose, c'est l'argent. Pour l'instant, nous sommes dans les négociations en ce qui concerne le financement de l'Union européenne de l'avenir, mais aussi voilà, les billions, voilà, tout l'argent pour lutter les conséquences de Covid. Et donc, c'est nécessaire toujours insister, il faut respecter les droits fondamentaux, il faut respecter les droits de LGBTI. Et voilà, je peux dire, le Parlement européen est fort en ce qui concerne ça. Mais c'est le Conseil, c'est les gouvernements des États membres qui sont parfois zigzagging. Et voilà, vous connaissez la situation, ce n'est pas facile avec l'Hongrie. Mais il faut dire, at the end of the day, voilà, même les gouvernements de l'Hongrie et de Pologne, ils veulent recevoir tout l'argent. Et maintenant, ils disent toujours, non, on ne va pas dire oui, mais ils veulent avoir l'argent. Donc, à mon avis, les autres gouvernements, le Parlement européen doit être vraiment strict et rester avec nos droits fondamentaux. Sur le front de la lutte contre les discriminations et les droits LGBT, il y a quand même des avancées. Les Pays-Bas sont devenus, par exemple, le premier État à légaliser le mariage homosexuel en 2001, déjà. Aujourd'hui, 13 pays l'autorisent. C'est le cas de la France, de l'Allemagne ou encore de l'Autriche, votre pays. Pourtant, le mariage homosexuel ne fait pas l'unanimité encore au sein de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on pourrait harmoniser ces pays? 21 pays européens autorisent une forme d'union civile aujourd'hui. 13, le mariage, je le disais. Oui. Que peut faire l'Europe et le Parlement européen pour harmoniser justement cette situation au sein de l'Union européenne? Voilà, c'est une question des compétences. Là, on doit être voilà, strict. Non, voilà, pas strict. On doit respecter les règles. Ce n'est pas facile parce qu'il nous manque la compétence vraiment d'avancer avec la vitesse que j'aimerais bien. Mais encore, coordination, coopération, surtout en ce qui concerne le droit civil, comme j'ai déjà dit, faciliter l'adoption, par exemple, faciliter voilà, toutes sortes de questions en ce qui concerne la vie quotidienne. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand on se souvient, Women's Movement, la libération, l'émancipation des femmes, ça, c'était
les choses les plus importantes, l'indépendance des femmes, des époux. Et donc, dans ce cas-là, avec LGBTI, c'est très important qu'un couple a des droits. Et on peut aller à la juge quand il y a des problèmes entre les deux, qu'il y a des règles, qu'il y a un cadre des règles. Et là, on peut vraiment avancer. Et le reste, c'est, comme j'ai déjà dit, surtout la pression des gouvernements pour respecter les droits fondamentaux, pour éviter la situation comme se passe en Pologne. L'autre volet que nous voulions aborder avec vous, c'est naturellement l'égalité femmes-hommes. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du travail, des efforts à faire en la matière. Pourquoi est-ce que l'égalité femmes-hommes n'est pas aujourd'hui une évidence au sein de l'Union européenne? Non, mais qu'est-ce que vous pensez? It's a man's world. Voilà, depuis l'existence homme-femme, c'était toujours un système, plus ou moins partout au monde, un système où les hommes ont dirigé le monde. C'était toujours comme ça. Donc, nous avons des structures, les structures de pouvoir, les structures politiques. Voilà, tout s'est construit autour du pouvoir des hommes. Et donc, même bien sûr, nous avons introduit des règles, des principes, des articles, etc., de respecter l'égalité, mais ça prend du temps. Et il manque encore beaucoup d'instruments vraiment pour avoir une vraie égalité. À mon avis, ce qu'il est nécessaire, c'est beaucoup plus des quotas. Parce que ce sont les femmes qui portent un grand sac qui est très, très lourd et on dit « Ah, maintenant, vous avez les mêmes chances », mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il existe les stéréotypes, il existe vraiment la vraie suppression, la violence contre les femmes. Ça, c'est aussi quelque chose qui est existant. 1 de 3 femmes a une expérience de violence. Et tout cela, ça crée une image où c'est en vérité en réalité beaucoup plus difficile d'être femme et d'avoir vraiment les vraies chances de bien profiter de la vie. Et bien sûr, la question qui s'occupe des enfants, si on a des enfants, c'est-à-dire nous avons besoin de beaucoup de règles qui sont vraiment obligatoires, pas seulement volontaires, pour inspirer les femmes de vivre l'égalité qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, dans quel pays de l'Union européenne l'égalité femmes-hommes est-elle la plus difficile à mettre en place? La plus difficile? Ah oui, ça dépend. Voilà, il y a plusieurs aspects. Il y a, par exemple, on a parlé beaucoup de Pologne, et de l'Hongrie et des pays de l'Est, mais en même temps, avec cette expérience de communisme, quand même, les femmes ont travaillé, c'est-à-dire, on a des femmes qui travaillent, c'est-à-dire le pay gap, ça c'est beaucoup plus difficile et beaucoup, la différence en ce qui concerne les salaires, c'est beaucoup pire en Allemagne, par exemple, ou même en Autriche, qu'en pays de l'Est. En même temps, la situation est devenue très, très difficile pour les femmes en ce qui concerne la question violence au pays central de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est différent. Ça dépend des aspects. Oui, ça dépend des aspects. Mais c'est ce qu'on peut dire. La vie la plus confortable en ce qui concerne les droits, l'égalité, bien sûr, c'est au nord. Ce sont les pays scandinaves. Les pays les plus vertueux, oui, mais là, les femmes sont des partenaires. C'est ce qu'on voit. Ils travaillent, mais c'est toujours aussi une question d'être partenaire, c'est une question de partager la vie. Aussi la vie qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la vie sociale. Et comment ça s'explique? C'est lié à quelque chose de culturel ou au contraire c'est parce que le gouvernement donne des mesures plus strictes concernant l'égalité femmes-hommes? C'est ce qu'on voit, là où il y a les règles. Ça fonctionne beaucoup mieux. C'est comme ça. C'est pour les jobs, c'est pour les quotas dans la politique. Et donc, c'est une inspiration aussi pour la vie privée. On sait qu'un congé paternité d'au moins 10 jours devra être mis en place dans tous les États membres d'ici à l'été 2022.
En France, le gouvernement a récemment annoncé l'allongement du congé paternité. Sa durée va doubler et donc il va passer maintenant à 28 jours contre 14 auparavant. Ce sont des avancées qui se concrétisent sur cette question de l'égalité femmes-hommes. À mon avis, c'est une bonne chose pour hommes et femmes. Quand je parle aujourd'hui avec les jeunes hommes, ils sont absolument intéressés aussi de rester avec les enfants. Ce sont parfois les boomers, les patrons qui sont un peu plus âgés, qui pensent « Ah non, ça on ne fait pas ». Mais les jeunes hommes, ils veulent aussi avoir une vie familiale. Et donc, j'espère que c'est vraiment une bonne inspiration pour tout le monde. Peut-être un mot de plus. Bien sûr, voilà, c'est bon que ça existe maintenant, mais moi, j'aimerais bien que la période de rester avec l'enfant est plus longue. Parce que quand c'est au moins 6 mois, ça, c'est là, les habitudes changent. On a bien observé, par exemple, dans les pays nordiques où ça existe, que les hommes restent beaucoup plus longtemps chez les bébés. Après, régulièrement, les hommes cuisinent à la maison ou prennent le sac de poubelle. Voilà, ça change les habitudes qu'on fait, qu'on change vraiment la vie pour une période qui est un peu plus longue. Comme ça, c'est important, mais ça donne juste un goût. Et j'espère que ce goût reste. Merci beaucoup, Evelyne Regner, d'avoir été avec nous dans Zone Europe et d'avoir accepté cette interview en français, qui, je le rappelle, n'est pas votre langue maternelle. Merci beaucoup d'être invité. Que fait l'Europe dans notre quotidien? Les AOP, appellations d'origine protégée. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Beaufort, Mont-d'Or, Brie-de-Meaux. En France, 45 fromages, 3 beurres et 2 crèmes bénéficient d'une appellation d'origine protégée. L'AOP, c'est un signe officiel de qualité et d'origine européenne, identifiable par son logo rouge et jaune. L'AOP garantit aux consommateurs que toutes les étapes de fabrication, de la production de lait à l'affinage, en passant par la transformation, ont bien lieu dans l'aire géographique délimitée par l'appellation. C'est l'appellation française AOC, appellation d'origine contrôlée, qui a largement influencé la politique agricole de qualité en Europe. Ainsi, en 1992, l'Union européenne a établi une nouvelle réglementation, l'AOP, appellation d'origine protégée. L'AOP est l'équivalent européen de l'AOC français pour les produits agroalimentaires. En 2009, l'AOP a été étendue aux vins et aux boissons, comme le cidre et les eaux de vie. C'est en Italie, en France et en Espagne que l'on trouve le plus d'AOP, comme le vinaigre balsamique de Modène en Italie, ou bien encore le fromage de Manchego en Espagne. Les expressions populaires, pleuvoir en abondance, les Français disent pleuvoir comme vache qui pisse, les Néerlandais disent pleuvoir des briques, les Grecs disent pleuvoir des pieds de chaise. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit « Es regnet Katzen und Hunde », ce qui signifie « il pleut des chats et des chiens ». En Italie, on dit « piovere a catinelle », cela signifie « pleuvoir à cuvette ». Au Royaume-Uni, on dit « It's raining cats and dogs », ce qui veut dire « il pleut des chats et des chiens ». Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.